Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space. Les startups visent la Lune. Si leurs ambitions dans le secteur spatial sont grandes, aujourd'hui on découvre des startups qui visent littéralement la Lune. D'un côté, Peter Weiss, fondateur de la startup Spartan Space, vous proposez une solution d'habitation lunaire, gonflable et mobile. Le module s'appelle EuroHabs et une maquette d'ailleurs est présentée à l'exposition universelle de Dubaï depuis le mois d'octobre, début octobre. Mais avant d'y habiter, il va falloir pouvoir s'y poser et ça c'est votre domaine. Hélène Huby, bonjour, bienvenue sur le plateau de Smart Space. Vous êtes la fondatrice de The Exploration Company, vous travaillez à la mise au point d'un véhicule orbital lunaire réutilisable, c'est le module Nyx. Alors pourquoi vous avez décidé, tous les deux, Hélène Huby, Peter Weiss, de vous attaquer à la Lune? Je vous en prie. Je suis une grande fan de la Lune et actuellement il y a un élan par rapport à ça. Et les Américains ils veulent retourner avec les missions Artemis. Oui. Les Russes et les Chinois ils veulent aussi y aller avec une station lunaire. Donc en fait c'est la prochaine étape et il faut qu'il y ait des entités européennes et françaises qui jouent aussi un rôle là-dedans. Donc c'est pour ça qu'on s'est attaqué à la Lune. Et vous, Hélène Huby? Oui, je partage le point de vue de Peter. On a la chance de vivre aujourd'hui un grand mouvement d'exploration spatiale, un peu comme à la Renaissance. C'était le moment de la découverte des nouveaux mondes. Aujourd'hui, c'est la découverte des nouveaux mondes spatiaux. Et on va dans l'espace, pas simplement pour y aller et y revenir, comme ça a été le cas en 69, mais pour y aller et pour y rester. Et dans cette dynamique, la Lune est une première étape de test, puisque les conditions lunaires sont plus compliquées que les conditions sur Mars, et une étape aussi potentiellement de centre logistique de refueling, puisqu'on a beaucoup d'eau sur la Lune, et que grâce à l'eau, on peut fabriquer de l'essence pour les fusées. Donc, dans cette dynamique d'exploration spatiale, comme l'a dit Peter, il nous semble extrêmement important que l'Europe joue un rôle crédible, et pour ça, il faut y aller à la bonne vitesse, avec les bonnes technologies au bon prix, et c'est l'ambition de The Exploration Company. Alors, on a évoqué ces conditions extrêmes qui entourent la Lune. Ça représente un vrai défi technologique, Peter Weiss? Oui, effectivement. Déjà, on est dans un environnement spatial, vide, avec des rayons et tout ça. Mais les rayons cosmiques? Les rayons cosmiques et tout ça. Mais il y a également le problème de la poussière lunaire, qui est assez agressif. Le régolithe? Les régolithes, exactement. Donc tout ça, il y a plein de technologies à développer, à inventer pour pouvoir vivre sur la Lune et travailler sur la Lune. Donc c'est ça en fait l'objectif aussi de développer ces technologies en Europe pour proposer des solutions pour des missions internationales. Comment on se prépare à des tels défis technologiques? Comment on teste ça ici? Sur Terre. Il y a pas mal des installations qui permettent des tests qui représentent l'environnement lunaire. Donc déjà des tests dans le vide. Il y a à Toulouse, il y a des installations. À Cologne, ils veulent développer une sorte de terrain qui va ressembler au sol lunaire. Donc ça c'est aussi très intéressant. Donc effectivement, on a en Europe des capacités de tester ça et préparer ces technos. Oui. Hélène Huby, idem de votre côté, c'est encore autre chose, parce qu'il y a toute l'étape de vol. Comment on fait pour se préparer technologiquement à un tel challenge? Effectivement, donc, comme l'a dit Peter, il y a des possibilités de tests en Europe, et d'ailleurs le CNES, donc l'Agence spatiale française, nous a permis à Peter et à The Exploration Company, en août, de faire des tests à l'île de Réunion, donc sur un environnement qui se rapproche de l'environnement lunaire. Après, au niveau du vol, il y a effectivement un certain nombre de technologies à développer. La première, c'est la capacité de réentrer, puisque nous, on vise d'aller sur la Lune, mais aussi de revenir. Deuxièmement, il faut pouvoir manager la stabilité de l'essence pendant des longs trajets, puisqu'il faut plusieurs jours pour atteindre la Lune. Et troisièmement, et ça c'est l'une des choses les plus compliquées, il faut savoir se poser sur la Lune de façon automatique. Donc l'approche qu'on a eue dans The Exploration Company, c'est d'y aller pas à pas. Chaque fois qu'on dérisque une technologie, on ouvre un nouveau marché. Donc on va commencer par une capsule qui fait le tour de la Terre et qui rentre, de façon à dérisquer la technologie de réentrée contrôlée. Et puis en parallèle, on est en train de développer un moteur qui permettra d'aller nous poser sur la Lune. Effectivement, après, il y a un certain nombre de tests qu'on fait sur Terre
pour dérisquer ce moteur. Et après, au niveau de l'alunissage, on peut effectivement dérisquer ça par un certain nombre de tests, par exemple avec des drones sur lesquels on coupe le GPS et qui vont se poser de façon automatique par reconnaissance visuelle sur des terrains. Donc il y a pas mal de choses qu'on peut faire sur Terre, même si ça reste un challenge extrêmement compliqué. Alors le challenge, c'est aussi de trouver des fonds quand on veut développer de telles technologies. À qui vous vous adressez en tant que start-up française avec cette intention d'aller sur un projet lunaire, non pas parce que c'est irréalisable, mais parce que c'est très ambitieux et c'est du long terme? C'est une bonne question. Oui, justement, en Europe, c'est un peu plus difficile, tout ça. Déjà, je pense, en termes de New Space, en termes d'un start-up de New Space, il faut aussi penser New Space. Il ne faut pas faire l'espace comme on a fait les dernières années. Il faut vraiment venir avec des nouvelles solutions. Par exemple, est-ce que je propose un produit ou est-ce que je propose un service? Nous, on est en train de regarder, de ne pas, entre guillemets, vendre des habitats sur la Lune au CNES ou à l'Agence spatiale européenne, mais plutôt éventuellement réfléchir dans le sens d'un service, en fait, un peu comme un Airbnb sur la Lune, si vous voulez. Donc, déjà, comme je disais, donc, il faut vraiment changer le fonctionnement. Et après, oui, effectivement, en Europe, c'est assez difficile de trouver des investisseurs dans des projets un peu fous comme ça. C'est malheureusement pas comme aux États-Unis où il y a beaucoup plus de monde qui est prêt à prendre ce risque. Mais j'espère que ça va venir quand même parce que, comme on disait avec Hélène, il faut qu'en Europe aussi on joue un rôle dans ces enjeux. On ne peut pas rester sur la place d'observateur et regarder des entreprises comme SpaceX lancer des astronautes et des charges utiles sur la station. Y inclut nos astronautes à nous. Donc, en plus. Ouais. À ce sujet, Hélène Huby, vous avez lancé un fonds de capital risque, le capital risque Global Space Ventures, dédié aux startups du spatial. C'est parti de votre expérience personnelle, de cette difficulté peut-être à trouver des investisseurs tentés d'investir dans le secteur spatial? Alors, juste peut-être avant de parler du fonds d'investissement, je voulais juste donc partager que nous, on a eu la chance de la clore une série Seed. Donc l'entreprise a été créée en juin-juillet pour la partie française et allemande, puisqu'on est une entreprise franco-allemande. Et on a levé 6,8 millions d'euros, donc en quelques mois. C'est l'un des très gros tours Seed de la Deep Tech en Europe, sinon l'un des plus conséquents au niveau du spatial. Donc, je pense que c'est un élément extrêmement important et j'espère que ça inspirera d'autres. C'est-à-dire quand on arrive avec une ambition, avec des milestones qui permettent, dans un timing pas trop long, de pouvoir générer du revenu, et avec une équipe qui est crédible, il y a effectivement des investisseurs. Après, c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir parmi nos investisseurs des gens qui savaient prendre du risque. Par exemple, Promos Venture, c'est un investisseur qui a investi dans des startups deep tech et spatiales aux États-Unis d'abord, et puis ensuite en Europe. V-Squared, qui est l'un de nos investisseurs aussi, a investi déjà dans 2 startups du spatial, Isar Aerospace et Morpheus. Et quant à Cherry Ventures, qui est un investisseur de la tech, eux, ils regardaient le spatial depuis déjà un certain nombre d'années. Donc on a eu la chance de trouver des gens qui avaient déjà cette expérience et où étaient convaincus qu'il fallait investir dans la space tech. Alors c'est vrai que ce n'est pas le cas de tous, et je pense que particulièrement en France, il y a un travail d'évangélisation à faire, puisque c'est un fait qu'on a levé en France et en Allemagne, et qu'on a eu un écho plus grand en Allemagne, puisqu'il y a eu aussi en Allemagne, avec des entreprises comme Isar Aerospace, des grands succès. Et ça, c'est ce qu'on espère pouvoir créer en franco-allemand. C'est aussi de montrer que sur la verticale exploration spatiale, qui certes est long terme, mais extrêmement importante, donc high risk, high reward, eh bien, il y a un intérêt à investir de façon significative. Donc bon, ça c'était juste pour faire une parenthèse. Quant à la compagnie d'investissement, elle s'appelle aujourd'hui Urania Ventures. Et l'objectif à l'époque, qui est toujours le même, était effectivement de fournir non seulement du capital aux startups Space Tech, mais aussi du savoir-faire, puisque quand on crée une entreprise Space Tech, il y a un savoir-faire qui est technique. Bon, Peter a un incroyable background technique. The Exploration Company, on a la chance d'avoir une équipe technique extrêmement solide. Mais il faut aussi arriver à rentrer dans les checkbox des VC. C'est-à-dire avoir une roadmap de développement qui permet d'avoir rapidement du revenu pour que les investisseurs puissent se dire « Ok, ça colle en gros à mes KPIs d'une série A, d'une série B
ou d'une série seed. Mais c'est toute Et la, si on c'est peut pas toute la avoir des difficulté revenus, de prouver voilà, qu'on peut si on avoir des peut revenus. Exactement, mais si on ne Ouais. peut pas avoir des revenus, c'est généralement le cas puisque ça demande des investissements longs avant d'avoir des revenus, il faut trouver à ce moment-là des proxys, par exemple des letters of intent, par exemple des engagements, pas en termes de revenus, mais en termes d'investissement de clients qui vont être les clients clés, pour montrer que effectivement, une fois que le produit ou le service sera développé, il y aura bien les clients au rendez-vous. Ouais. Et ça, ça peut être un vrai challenge, mais c'est indispensable pour arriver à lever des fonds. Et donc, il faut avoir un mix au niveau des investisseurs de gens qui, d'un côté, sont capables de comprendre les challenges techniques et de les accompagner au niveau de la prise de risque et de la durée, et de l'autre, sont capables vraiment d'aider et de soutenir les entrepreneurs pour leur dire la façon dont tu dois structurer ton business plan et ta démarche technologique, elle doit permettre de montrer un appétit du client très rapidement. Alors, vous avez tous les deux rejoint Tech the Moon, le premier incubateur exclusivement dédié à la Lune, créé par le CNES et Nubo. En quoi consiste l'accompagnement de cet incubateur, Peter Weiss? C'est plusieurs éléments. Donc, déjà, comme disait Hélène, c'est un soutien des experts du CNES. Ça, c'est très important parce que, notamment en start-up, par définition, normalement, une petite équipe. Donc, on n'a pas tous les experts dans la maison. Donc, il faut avoir aller chercher le savoir-faire. Voilà, exactement. Et il se trouve quand même, bien évidemment, au CNES. De l'autre côté, aussi, de challenger un peu le business plan. Regarder donc tous les produits, les services qui sont proposés pour le spatial. Il y a aussi une composante pour le terrestre parce que ce qui est aussi très important, ce qu'on est en train de développer peut aussi servir pour le terrestre. Oui, c'est l'objectif commun avec cet incubateur Tech the Moon, c'est que à la fois vous développiez des technologies vers la Lune, mais que ces technologies apportent un bénéfice à la Terre. C'est ça, oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment concrètement? Concrètement, un exemple, ça peut être des système support vie sur un habitat spatial. Il y a des technologies, on peut aussi les transférer sur d'autres domaines. Donc nous, avec Spartan Space, on peut travailler sur les deux domaines, donc le spatial et le secteur sous-marin. Donc je prends par exemple un purificateur d'air. Il est nécessaire dans une station spatiale, comme il peut servir dans un sous-marin. Et malheureusement, aujourd'hui, il peut aussi servir dans les maisons terrestres ou dans les hôpitaux, des choses comme ça. Donc c'est un exemple. Il y en a plein comme ça. Hein. C'est des systèmes qui sont plein de technologies qui peuvent revenir sur Terre pour résoudre aussi des problèmes qu'on a sur notre planète. C'est peut-être aussi un moyen d'attirer de nouveaux investisseurs, cette double compétence, en tout cas ce double bénéfice espace-terre. Oui, effectivement, disait Hélène, c'est très important. On a besoin de ce soutien aussi des agences, de dire on va pousser dans cette direction avec les startups. Tech the Moon, c'est un super exemple, et je crois qu'il est unique en Europe. De dire oui, on veut investir dans les startups, on croit dans leur plan, dans leur roadmap, et on veut rester derrière eux parce qu'effectivement, ça peut être donc des letters of support, comme disait Hélène, qui sont importants pour nous, pour trouver des investisseurs. Bien sûr. Alors, Hélène Huby, votre concurrent direct, c'est SpaceX, on peut le dire. Comment vous ambitionnez de rattraper un tel concurrent? D'accord. Donc, pour être clair, je pense que c'est extrêmement difficile de rattraper SpaceX aujourd'hui, pour ne pas dire plus. Notre ambition, elle est d'apporter à l'Europe et plus tard au monde, puisque on veut se développer globalement et pas simplement rester en Europe, mais d'apporter à l'Europe une solution crédible. Et pour être une solution crédible, il ne faut pas forcément transporter des centaines de tonnes, etc., pour aller sur la Lune. L'important, c'est d'être crédible au niveau technologique. Si on prend, c'est dans un autre domaine, la réflexion qu'a eu le général de Gaulle après la Seconde Guerre mondiale, ce qu'il voulait, c'est que la France puisse être une puissance crédible et respectée. Pour que, lors des discussions diplomatiques, par exemple, elle ait une voix qui soit entendue. Je pense que c'est exactement le même enjeu qui, aujourd'hui, nous avons en face de nous, dans la conquête spatiale. Il faut que l'Europe parle d'une voix crédible. Et pour cela, il n'y a pas besoin d'aller transporter 100 tonnes sur la Lune, comme va le faire SpaceX. Pour cela, il faut par contre que nous maîtrisions les mêmes technologies. Et si nous les maîtrisons avec un peu de retard, à mon avis, ça n'a pas beaucoup d'importance. Je reprends l'exemple du général de Gaulle. Grâce à lui, nous avons construit les premières fusées. Grâce à lui, nous avons construit les premiers missiles de dissuasion nucléaire. Oui. Et aujourd'hui, la France, alors pour les fusées, on pourra en reparler, mais en tous les cas, pour les dissuasions nucléaires, pendant des années et des années, elle a été crédible grâce à la technologie qui a été maîtrisée. Et en fait, ce n'était pas très grave si on arrivait avec 15 ans ou 20 ans de retard.
Donc on démarre effectivement avec retard par rapport à SpaceX. Par contre, au niveau des technologies, on s'est projeté sur quel sera l'écosystème spatial dans 10 ans, quelles vont être les technologies clés, à quoi va ressembler le vaisseau orbital standard dans 10 ans, et c'est ça qu'on vise. Donc on arrivera peut-être avec 5 ans de retard, 6 ans de retard, mais on arrivera avec des technologies qui, à ce moment-là, seront crédibles et ne seront pas obsolètes, comme c'est malheureusement le cas de certains projets aujourd'hui en Europe. Vous l'avez dit très justement, c'est la NASA qui mène la danse aussi avec ses projets, avec le projet Artemis. Donc il y a aussi, pour pouvoir suivre vos ambitions à vous, il faut que l'Europe, l'Agence spatiale européenne, soit ambitieuse dans les projets qu'elle propose pour prendre part, grâce à vos technologies, à ces missions lointaines. Oui, tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec Hélène. Il faut d'abord une volonté politique. Oui. Il faut que l'Europe décide d'aller dans cette direction. Oui. Et moi, comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas s'imaginer que l'Europe reste devant la télévision à regarder SpaceX et d'autres aller sur la Lune. Là, les Américains ils veulent y aller, les Russes, les Chinois ils veulent y aller, le Japon y pense, l'Inde aussi. Oui. Et l'Europe, comme le continent des explorateurs, reste à la maison et regarde ça. C'est un enjeu extrêmement important parce que c'est inspirant pour la jeunesse. On le voit avec Thomas Pesquet, avec les missions de Thomas Pesquet. Aujourd'hui, on parle du brain drain, de la fuite des cerveaux qui part vers les États-Unis. Moi, je peux vous dire, dans mon équipe, je pense qu'il y a pas mal de monde. Si aujourd'hui, on lui offre un contrat avec SpaceX, ben, ils vont faire leur bagage, ils vont partir. Ouais. C'est dommage. C'est eux qui ont les contrats, puisque c'est la NASA qui pousse ces projets ambitieux. Oui, donc oui. Il faut qu'on ait des contrats européens. Il faut des missions ambitieuses. Et comme disait Hélène, il ne faut pas essayer seulement courir derrière, il faut essayer de proposer autre chose. Quels sont les éléments manquants? Les petites payloads, les habitats. Aujourd'hui, on ne parle pas d'habitat. Donc ça, c'est des offres complémentaires qui vont assurer qu'il y a peut-être aussi quelqu'un avec un passeport européen dans la poche qui va marcher sur la Lune et pas seulement les Américains et les Chinois. Quoi. Oui, mais ça c'est un sujet d'ailleurs, Thomas Pesquet. Ils sont en discussion pour envoyer Thomas Pesquet ou un autre, mais a priori un Européen devrait pouvoir rejoindre la Lune même avec la NASA. 3 Européennes? Non, sur Gateway. C'est pas la surface, c'est en orbite. Oui. Il y a une différence. Pour l'instant, d'après ce que je sais, il n'y a aucun Européen qui est prévu d'aller sur la Lune. Ça peut changer très rapidement, mais il faut réfléchir. On va pas seulement acheter notre billet. Il faut amener une techno. Il faut amener quelque chose. Voilà. Ouais. Et c'est justement avec des solutions comme les nôtres, qui sont nouveaux, qui sont osés, qu'on peut peut-être gagner ces places. Vous avez parlé, ce sera la conclusion tout à l'heure, de services à proposer pour convaincre les investisseurs. Est-ce que le tourisme spatial, c'est un marché que vous pensez développer l'un comme l'autre pour trouver des investisseurs, apporter des fonds à votre technologie et la développer? Hélène Huby, ce sera la conclusion. D'accord. Sur le tourisme spatial spécifiquement, nous, on a l'ambition de faire du vol habité à plus long terme. On ne commence pas par le vol habité parce que c'est extrêmement compliqué et extrêmement coûteux. Donc on commence par le cargo, mais on fera du vol habité à plus long terme. Je suis, à titre personnel, convaincu que le tourisme spatial va se développer. De même que l'aviation au démarrage a démarré, tout le monde a dit c'est pour les ultra-riches, ça n'a pas de futur, etc. On note les mêmes réactions aujourd'hui. Moi, je pense que ça va se développer. Par contre, ce n'est pas un marché qu'aujourd'hui, The Exploration Company vise, parce que ça demande des investissements extrêmement conséquents. Par contre, il est clair que nous allons prouver dans les prochaines années que nous sommes une capacité crédible de transport, pas chère, très fortement accessible, ouverte, qui permettra d'autres de se plugger sur nos technologies. Et grâce à cette première brique de crédibilité, évidemment, nous espérons que le jour où l'Europe décidera d'avoir une ambition humaine, eh bien, nous serons parmi les plus crédibles au niveau technique et parmi les moins chers au niveau financier. Peter Weiss, tourisme spatial. Pardon, je vous coupe, Hélène Huby, on conclut. Tourisme spatial? On a exactement la même position avec Spartan Space. Bien évidemment, on ne va pas fermer au tourisme. Il faut sortir de cette tour d'ivoire et s'ouvrir à des marchés comme ça. L'exemple des avions, c'est très bien, exactement. Il y a quelques années, ce n'était pas possible pour la personne lambda. Aujourd'hui, il y a tout le monde qui peut prendre l'avion. Pourquoi ça ne marcherait pas pour le spatial? Moi, j'y crois et je pense qu'il y a un marché à prendre aussi par rapport à ça.
Merci à tous les deux d'avoir participé à cette discussion autour des ambitions des startups françaises ou franco-allemandes pour vous et la nuit, pour viser la Lune, à porter votre propre technologie sur la Lune et les ramener sur Terre. Merci à vous, Peter Weiss, fondateur de Spartan Space, et à vous, Hélène Huby, fondatrice de The Exploration Company et du fonds Capital Risk Global Space Ventures. On se retrouve très vite sur Bismart pour votre émission Smart Space la semaine prochaine.